pensez en fait qu'une alimentation adéquate Une peut aider alimentation adéquate, d'accord, ça peut prévenir un cancer sur 3. Trouvez-moi une drogue qui fait mieux. D'accord? On est OK? Mais ça veut dire que c'est à partir de l'enfance jusqu'à la fin. Si vous faites attention à 60 ans à votre alimentation, ils y perdent. D'accord? Par contre, quel que soit votre âge, vous avez l'alimentation peut accélérer, vous avez bien entendu, ou ralentir un cancer sur 2. Il a cherché dans la littérature médicale ce que les gens avaient raté. En d'autres termes, ce que les gens voyaient sans voir. C'est vraiment un cerveau universel et c'est bien dommage que ces travaux restent comme ça dans l'ombre. Il remettait en cause tout le paradigme de tous nos universitaires. Ça circulait même aux États-Unis, etc. La cellule est considérée comme un élément qui passe par 2 phases. Une phase fonctionnelle qui singularise la cellule, c'est-à-dire au moment où elle présente ses inclusions caractéristiques de sa fonction, on peut être cellule gastrique, pancréatique, dermique ou tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc elle a des inclusions spécifiques. À un certain moment, cette cellule qui travaille, qui est donc fonctionnelle, qui est ouvrière si l'on peut dire, se dédifférencie, c'est ce qu'on appelle la dédifférenciation prémitotique, c'est-à-dire qu'elle perd avant sa division les caractères qui caractérisent sa fonction. Elle se simplifie, puis la division se fait, et puis ensuite ça recommence, elle recommence à reprendre ses inclusions et ainsi de suite. C'est du moins ce qu'on croyait à l'époque. C'est ce qu'on croyait. C'est ce qui était enseigné, c'est le fondement même, si vous voulez, de la physiologie cellulaire. Autrement dit, elle a un double cycle, elle est en même temps fonctionnelle, c'est-à-dire ouvrière, et en même temps génératrice. C'est-à-dire souche, si l'on peut dire, d'autres cellules. C'était faux. Au début des années 50, le docteur Gernez découvre les cellules souches. Il reçoit une distinction internationale le 17 juin 1979, la médaille Hans Adalbert Schweigart, pour sa découverte de la théorie unifiée du cancer. Il reçoit à nouveau une médaille d'or le 17 novembre 2007 au Sénat Palais du Luxembourg. Et c'est au même endroit qu'il recevra cette fois la grande médaille d'or en octobre 2012. Il y a très longtemps que nous pensons que ce dépistage systématique du cancer du sein vient d'une part très tardivement, parce qu'on ne dépiste pas un cancer du sein au début de son évolution, mais quand il en a déjà fait à peu près les 3/4, en pratiquant des radios systématiques tous les 2 ans. Mais donc, on ne fait pas de prévention du cancer du sein. On fait du dépistage qu'on dit précoce et qui est en fait tardif. C'est une première chose. Deuxième chose, en irradiant des femmes pour leur faire cette mammographie, ces mammographies systématiques répétées tous les ans, on irradie leur sein, on appauvrit le parenchyme, on détruit un certain nombre de cellules souches qui pourraient évoluer normalement,
Et par conséquent, à terme, on favorise l'apparition d'un cancer du sein. Alors le matraquage publicitaire qui en est fait est évidemment sujet à caution. D'ailleurs, dans ce dépistage systématique est remis en cause dans d'autres pays, comme l'Australie par exemple, où on ne le pratique plus de manière systématique. Le dépistage systématique des cancers, quels qu'ils soient, cancer du sein, cancer de la prostate et autres, relève un grand nombre de cellules cancéreuses qui sont découvertes qui n'auraient jamais évolué. Une expérimentation néo-zélandaise où le dépistage du cancer du col utérin par frottis cervical systématique sur toutes les femmes a démontré de façon indubitable qu'il y avait 3 fois plus de cellules cancéreuses que de dégénérescence cancéreuse chez les mêmes femmes. Et par conséquent, on a stoppé ce dépistage systématique parce que on s'est rendu compte qu'on traitait, voire on mutilait, un nombre important de femmes qui n'auraient jamais déclenché ce cancer du col utérin. Actuellement, il y a entre 150 et 175 000 cas de cancer dépistés en France chaque année. Si l'on cherchait les cellules cancéreuses chez tous les individus, on en trouverait beaucoup plus. Ce qui fait qu'on peut dire que la cancérisation est exceptionnelle, mais que la carcinogénèse est permanente. My name is Natasha Gamble-McBride. I'm a medical doctor. I was born in the Soviet Union, in Russia. I was trained as a medical doctor and neurologist, a neurosurgeon there. I completed a PhD in neurology, and then I moved to the UK, where I have completed a second postgraduate degree in human nutrition. And so now I have these skills to combine the medical and the neurology and the human nutrition skills. And these are all the skills that I use in my clinic. I treat my patients largely by changing their diet, changing their nutrition, and changing their lifestyle. Because I find that these are the most powerful modalities for treating modern degenerative disease. We had illness in the family that I had to deal with. And when I discovered that my own profession had nothing to offer to remedy the condition, I was looking everywhere, far and wide, and I found that food is an extremely powerful way of dealing with disease. The most powerful way. Many people don't realize just how powerful food is. So I went back to university and I studied human nutrition, and I've studied all the science behind it. And the result of that research, combining with all the other skills that I already had, was that I remedied the family condition. That changed my professional approach to disease entirely. When I worked as a neurologist in the mainstream medicine, I have noticed that almost 100% of chronic neurological conditions were people who had serious digestive problems as well. And I wondered why they all suffer from digestive disorders. In the mainstream medicine, it was thought that they're just coincidental, they have nothing to do with their neurological symptoms, and that we just ignore them, or we invite a gastroenterologist to deal with them. We don't have to deal with them. And having learned what I've learned through my own personal experience and with thousands of patients in my clinic now, I realized that it is the digestive disorders that these people have that caused their neurological conditions. And in order to treat these neurological conditions, we have to start
from treating the digestive system. Éric Darche nous a rejoint sur le plateau. Je le disais, nous allons parler de digestion puisque vous avez écrit le livre La digestion, clé de notre santé. Bonjour. Alors, pour avoir une bonne alimentation, il faut avant tout penser à la digestion, ce qui suit. Exactement. Alors, comme la dernière fois, j'ai expliqué que la qualité alimentaire était une notion importante, la qualité alimentaire avec les classes alimentaires, mais il y a une autre notion qui doit être conjuguée ensemble, c'est la digestion. C'est-à-dire que malgré qu'on mange de bonne qualité, si on digère mal, eh bien, on aura une santé défaillante. D'accord, donc il y a des aliments qui facilitent la digestion, d'autres qui au contraire la compliquent. Par exemple, j'ai vu le petit déjeuner traditionnel français, on a tout faux. Alors, oui, très souvent, on propose d'associer le au petit déjeuner. On voit, croissant, jus d'orange, café. Et, voilà. Et il y a vraiment ce qu'on appelle une incompatibilité majeure, c'est-à-dire une association alimentaire qui va générer des troubles digestifs, qui est l'orange et le jus d'orange et le croissant. Pourquoi le jus d'orange et le croissant ne sont pas compatibles? À cause de l'acidité du jus d'orange qui va s'opposer à la digestion du féculent et qui va générer ensuite des troubles digestifs, des ballonnements, des aigreurs. Alors ça, c'est les premiers symptômes, mais à distance, vous pourrez ensuite avoir toutes sortes de problématiques puisque ces troubles digestifs vont bouleverser la flore intestinale. Et lorsque la flore intestinale est bouleversée, ça génère des toxiques qui peuvent passer dans le sang et provoquer, par exemple, une éruption cutanée. Ou, oui, jusque-là. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir toutes sortes de pathologies à distance qui peuvent naître de digestion incorrecte. Alors, je ne dis pas que systématiquement l'association jus d'orange et croissant va générer ça, mais chez certaines personnes, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des troubles d'élimination. À partir du moment où une digestion est incorrecte, elle génère des toxiques. Et ces toxiques, s'ils ne sont pas filtrés par le foie, une partie sont capables de passer dans le sang, dans la lymphe, et ensuite ils seront éliminés sous forme de boutons ou sous forme de maladies cutanées, par exemple. D'accord, donc ceux qui ont des problèmes cutanés peuvent se poser la question, est-ce que... Alors je ne dis pas qu'en l'occurrence toutes les personnes, exactement toutes les personnes qui ont des éruptions cutanées... Mais au moins déjà il faut réduire ça. Exactement, ça c'est une cause qui peut générer des troubles digestifs à distance. Très bien, et puis donc vous l'avez dit, il y a plusieurs types d'aliments, on le voit dans le livre, les difficiles à digérer, les incompatibles, alors expliquez-nous incompatible, qu'est-ce qu'il y a d'incompatible par exemple? En règle générale, les agrumes. Oui. Les agrumes sont incompatibles parce qu'ils sont acides. Alors les agrumes, je pense au citron, au pamplemousse, à l'orange. Alors très souvent, c'est plutôt l'orange qu'on consomme grâce ou à cause de son goût sucré. Mais le fait de l'associer avec un féculent, comme on vient de le voir, ça crée des troubles digestifs. Ensuite, par exemple, il y a des personnes qui boivent des Coca-Cola, des jus de fruits pendant le repas. Oui. Eh bien, ça va inhiber la digestion et favoriser les ballonnements, les aigreurs et des troubles à distance ensuite. Diarrhée, constipation, etc. D'accord. Donc à table, on privilégie l'eau déjà. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que manger une orange par exemple en dessert, c'est pas bon. Alors, surtout si on a mangé des pâtes par exemple. Exactement. L'orange n'est pas déconseillé puisque c'est un fruit qui est favorable à la santé, mais plutôt le mettre à distance. Et il y a vraiment un moment qui lui serait favorable, c'est vers 16h, 17h, loin du repas de midi, loin du repas du soir, et pris seul dans un estomac vide, et ça ne génère aucun inconvénient. D'accord. Dans le livre également, on voit les difficiles à digérer, par exemple les pizzas. Alors les pizzas, la pizza peut être difficile à digérer lorsque la pâte n'est pas assez cuite. Mais de toute manière, la pizza est vraiment le symbole de ce qu'on appelle un repas composite, parce qu'il y a énormément de choses. Il peut y avoir du jambon, de la sauce tomate, etc. Alors je ne dis pas que c'est déconseillé, simplement il faut en consommer de temps en temps et pas tous les jours à cause du fait de sa lourdeur d'association alimentaire. Et puis c'est souvent des aliments quand même qui restent assez acides pour l'organisme. Et puis vous dites qu'il faut faire attention à associer les pâtes avec la tomate par exemple, alors, spaghetti bolognaise. Alors la tomate, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'un fruit, ou un fruit en l'occurrence la tomate est considérée comme un fruit par certains, l'acidité est neutralisée par la cuisson. Donc la tomate avec les pâtes ne pose pas de problème si la tomate est cuite sous forme de sauce. Par contre, une tomate... Donc la bolo c'est bon, spaghetti bolo c'est bon. Tout à fait. Par exemple, si vous prenez un fruit, une pomme acide au dessert, n'est pas conseillé. Par contre, sous forme de compote de pomme parce qu'elle est cuite, ça ne pose aucun problème. Ce qu'il faut savoir, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que
le fait de ne pas faire attention à toutes ces notions, vous allez avoir des troubles digestifs et ces troubles digestifs vont générer des toxiques. Dans un premier temps, ces toxiques vont être neutralisés par le foie et certains toxiques qui vont passer dans le sang seront éliminés sous forme pathologique. Donc, dans un premier temps, vous aurez peut-être des pathologies d'élimination, oui, comme de l'acné, ou par exemple au niveau du côlon, ça sera une maladie du côlon, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc. Au niveau des poumons, ça sera une bronchite, et au niveau des reins, ça sera une maladie rénale. C'est-à-dire qu'on reprend les émonctoires, leur rôle est d'éliminer normalement, mais oui, s'ils éliminent de manière pathologique, parce qu'il y a une augmentation des toxiques, alors vous allez vous retrouver avec des pathologies d'élimination. Ensuite, lorsque ces toxiques sont éliminés sur des organes qui n'ont pas comme vocation d'éliminer, comme les articulations, eh bien, vous allez avoir, par exemple, arthrite, arthrose, maladie rhumatismale. Et ensuite, la troisième catégorie de pathologies, c'est les pathologies, les maladies. There's absolutely no cure for diseases through allopathic thinking. Because diseases are an illusionary concept. These are concepts of people that don't understand basic chemistry and physics and how they interplay, how nature interplays that with the workings of atoms and things. They just don't understand how the body really works. Awareness that allopaths have on health is rock bottom. And because of that, and because they use this theory, this concept of diseases, they killed over 1 million people last year. You must simply understand a little bit, very basic, simple stuff of how your body's designed. Very, very basic, simple stuff. Well, how many people are dying from pneumonia? They're not dying from pneumonia, they're dying from the treatment of pneumonia. Nobody ever dies in our clinic from pneumonia in 40-some years, and double pneumonia, you get plenty of those. No one's ever passed working with that with us. Are you kidding me? That's insane to even hear something like that. But because the ignorance is so high in allopathy, the use of the word health is vomitous to me. Tuning in, but you have to get yourself awake, because last year allopathy in the United States killed over 1 million people. Naturopathic none and homeopathic none. So you have to start waking up to this ridiculous syndrome called allopathic thinking. It's ridiculous. So let's look at ALS. There, form of sclerosis, just like MS, Parkinson's. You know, you might see different centers of the brain involved, muscles involved. But let's take a look a minute. Let's stop for a minute and look at some very basic things. When you're looking at the human body, what are you looking at? You're looking at skin, arms, legs, you know, whatever. But what are we looking at really? I mean, we can go all the way down to the atoms, but let's do how the atoms are arranged. What we have is pretty much a human body consisting of roughly, the latest count, 100 trillion cells. I'm sure that's going to change as it has through the years, because when I went to school 40-some years ago, it was only 76 trillion. So you just, you know, things are always changing in science, and man has to get with that, because if man locks in on theories that are non-effective or ridiculous theories, concepts based upon misinformation, or observed science that's observed with conditioned mind or conditioned thinking, as 60 Minutes observed during a study they did on double-blind studies, that expose the ridiculousness of the double-blind study concepts. You know, all these concepts we've grown up with is totally ridiculous. And it's just showing all the animals that have been destroyed and hurt for the sake of what? Man's health? Getting healthy is simple, 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 simple. I don't care what you got. There's no such thing as incurable diseases. There's tons of incurable people. Tons of incurable people because of this. Their minds, their emotions, they're whacked out. They don't understand. They're opinionated. They get trapped in their belief systems. And some people believe in the allopathic community so strongly that they kill them. They go all the way and let them kill them. I see this constantly, almost every day. So the body is comprised of all these cells, and there's spaces between every cell. Every cell stands alone as an individual. However, it works with one. As the whole body, it works as a unit.
but individual, just like all life is in creation. Individual, yet supposed to be working as one. So, understanding that every cell is like a person. Every cell has memory, and every cell has ability to understand. Believe this or not, it's hard to understand that. Cells can carry pain, cells can carry memories, and to understand this, you just got to open up your spiritual doors. Bienvenue sur Colonthérapie. Nous allons nous intéresser à nos cellules. Ces cellules, ces milliards de cellules qui travaillent jour et nuit pour nous, qui sont-elles? Quel est leur rôle? En fait, chaque cellule a des fonctions très précises. Elle doit tout d'abord recevoir des nutriments, des substances qui vont lui permettre de fonctionner, de l'énergie, si vous voulez, un peu comme une voiture a besoin de gasoil ou d'essence pour fonctionner. Et puis, la cellule va devoir pouvoir éliminer ses déchets. Exactement comme dans une voiture, il y a un pot d'échappement. Il faut que ça puisse, les gaz brûlés doivent repartir. Or, chaque cellule, que ce soit une cellule de la peau, du foie, des reins, etc., a ses mêmes besoins. D'avoir les nutriments dont elle a besoin, de l'énergie, et de pouvoir éliminer correctement. Malheureusement, le mode de vie moderne est catastrophique sur le plan des nutriments apportés à nos cellules. Tout simplement parce que les habitudes alimentaires qui se sont faites au fil du temps ont été dictées par les multinationales et pas par les besoins de nos cellules. Donc, nous en sommes arrivés à une alimentation qui ne tient pas compte de nos vrais besoins. Il est très important de comprendre que nos cellules ont donc besoin d'avoir des nutriments de valeur, pleins d'enzymes et de vitamines, et pouvoir éliminer leurs déchets pour que tout fonctionne bien. Quand ceci ne se fait pas, c'est-à-dire soit les nutriments manquent, soit l'élimination n'est pas possible, les cellules commencent à vieillir et à dégénérer. Nous ne sommes pas condamnés à vieillir, ni à être malades. En fait, si nous vieillissons et si nous tombons malades, c'est parce que nous vivons mal. Et dès que nous mettons dans notre corps des meilleurs nutriments, des enzymes et des vitamines, le corps commence à prendre les choses en main, à réparer, à rajeunir, enfin bref, à faire ce qu'il a à faire. Le point clé, c'est de comprendre que les enzymes et les vitamines sont contenus dans les aliments crus, végétaux. Nous avons un exemple passionnant qui est celui de l'Institut Hippocrate, en Floride. Depuis 60 ans, ils n'arrêtent pas de recevoir des gens qui sont des Américains très malades, parce que beaucoup d'Américains sont très malades à cause d'un mode de vie très déséquilibré. Et la base de leur école de santé, c'est de mettre les gens à une alimentation de type cru, des végétaux, des graines germées, des jus, et avec ça, les gens vraiment se réparent, se régénèrent d'une manière étonnante. Et ils ont vu passer des centaines de milliers de gens. Donc c'est une sorte de preuve que cette optique marche, que cette dynamique de prise de sa santé en main par des aliments crus fonctionne. Dès que le corps reçoit les vitamines et les enzymes dont il a besoin, il commence à mieux fonctionner. Il commence à ne plus dégénérer, en quelque sorte, ne plus aller faire le lit du vieillissement et des maladies. C'est très intéressant à comprendre, et ça explique aussi pourquoi les aliments vivants, c'est-à-dire végétaux crus, sont indispensables à notre santé, mais que parfois, il est bien de pouvoir les prendre en jus. Parce que quel est l'intérêt du jus? C'est de pouvoir enlever les fibres qui, chez des gens en mauvaise santé, sont un peu difficiles à supporter au début. Quand un intestin a été trop abîmé par un mode de vie déséquilibré, les fibres peuvent l'irriter. La clé, à ce moment-là, c'est de prendre des jus. Et dans un jus, on peut concentrer une très grande quantité d'enzymes et de vitamines d'une manière très facile à absorber. Et c'est pour ça que les jus de légumes et de fruits sont un moyen fantastique de se régénérer. Je vous donne un exemple. Je connais bien le Dr Gabriel Cousens, qui est un médecin américain, qui dirige un centre en Arizona, et il écrit un livre, qui vient d'être publié en français, sur soigner le diabète en 21 jours. Il montre qu'avec une ronde de jus, c'est-à-dire surtout des jus de légumes, on peut réellement sortir d'un problème majeur de notre société, qui est le diabète. Que ce soit un diabète sous médicaments ou insuline, les chiffres montrent qu'après 21 jours, principalement de jus, eh bien, la plupart des gens sont aux 3 quarts ou complètement guéris. Donc c'est passionnant de voir que certains mythes, comme de croire qu'une maladie est inguérissable, comme le diabète, on croit, on l'a, c'est pour toujours, eh bien c'est faux. Dès que le corps reçoit ce dont il a besoin
grâce au jus, eh bien, il commence à se réparer, à se régénérer. Ce sont de très bonnes nouvelles. Nous ne sommes pas condamnés ni à vieillir, ni à subir toutes sortes de maladies. L'impact sur la santé de ces stimulants, est-ce que c'est bon ou pas? Les stimulants sont stimulants non pas parce qu'ils contiennent de l'énergie dans l'aliment lui-même qu'on va manger, là en l'occurrence le thé ou le café, mais c'est une énergie qui est prise au plus profond de nous par stimulation en fait. L'énergie que l'on obtient grâce aux stimulants est une énergie intrinsèque qu'on prend dans notre capital héréditaire finalement. C'est-à-dire qu'à notre conception, on est avec un capital héréditaire de vitalité qu'on appelle une énergie vitale. Et au quotidien, on fabrique une énergie nerveuse. Dès qu'on se repose, dès qu'on dort, dès qu'on est allongé, qu'on ne dépense pas d'énergie, on fabrique effectivement une énergie qui est une énergie nerveuse. En revanche, dès qu'on stimule notre organisme avec la caféine, la théine, en réalité, ce n'est pas une énergie qu'on fabrique, c'est une énergie qu'on pompe dans nos réserves. Donc, ce n'est pas une énergie qui est saine. Il vaudrait mieux fabriquer de l'énergie. Ça veut dire quoi? Alors, la théine, on m'avait dit ce matin dans la loge que c'était pas bon du tout à cause des tanins. Expliquez-nous. Alors, c'est pas à cause des tanins, parce qu'à la limite, quand on consomme un thé vert, à la limite, il y a effectivement des tanins. Les tanins sont des antioxydants, et plus on laisse infuser un thé vert, plus on a les tanins qui se développent, et donc il semblerait que ça puisse annuler un peu l'effet de la théine. Ce qui veut dire que le thé serait moins excitant, moins stimulant, quand on le laisse infuser plus longtemps s'il s'agit du thé vert ou du thé blanc, grâce aux tanins qui sont les antioxydants. Oui. Seulement, il y a une autre problématique avec les tanins, c'est que les tanins, c'est ce qu'on utilise en réalité pour tanner le cuir. Et si on consomme des litres de thé vert longuement infusé pour ne pas avoir de théine, on se retrouve finalement avec beaucoup trop de principes actifs dans notre tube digestif, en particulier dans l'estomac, et ça va avoir tendance à tanner notre estomac. Et on se retrouve avec non plus un estomac, mais une espèce de poche de cuir, et on en fera un très joli sac si vous voulez donner votre corps à la science. C'est pas forcément l'idéal. Ou alors, il faut ne pas le laisser infuser, c'est mieux? Si on ne le laisse pas infuser, du coup, on a de la théine, et dans ce cas-là, c'est un stimulant. Et il y a une chose qui est vraiment importante à intégrer, c'est que tout effet qui est obtenu par une stimulation entraîne dans son effet, dans un second temps, son effet contraire et opposé. C'est comme un coup de cravache. Quand on stimule notre organisme, on est fatigué par exemple, et puis on boit un thé ou un café pour nous réveiller, ça nous stimule, on se sent bien sur le coup, mais le second effet, c'est une fatigue qui est encore plus intense que la fatigue première que l'on avait, parce qu'en fait, la vitamine C, si elle est naturelle, elle n'agit pas comme stimulant, mais comme régulateur du système nerveux. Donc, une vitamine, elle nourrit, justement. Et c'est ça la différence. C'est un principe nutritif. Contrairement au thé ou au café, exactement, qui ne nourrit pas. Qui ne fait qu'avoir une réaction à notre organisme, une réaction de défense, puisque ça stimule notre organisme. C'est le même processus que quand on a un coup de stress par exemple, et que ce coup de stress nous réveille, c'est grâce à l'adrénaline qui est remise en circulation dans notre organisme, et bien le thé ou le café ou tout type de stimulant ont la même action sur notre système nerveux. Ça stimule, on fabrique l'adrénaline, ça nous réveille, ça nous stimule, ça nous fait du bien sur le coup, mais ça entraîne une fatigue qui est plus importante par la suite. Bon, alors thé vert, thé noir, thé blanc, il y en a un quand même qui... grâce à vos yeux ou pas, Julien? Alors, le thé vert et le thé blanc contiennent plus de tanins, et c'est d'ailleurs les thés que consommaient les Chinois au tout départ. L'origine du thé remonte à peu près 5000 ans. Le thé noir est arrivé plus tard, en fait, quand les Chinois ont voulu exporter le thé. Comme le thé avait tendance à moisir dans les cales, du coup, ils ont eu l'idée de le torréfier davantage. Donc là, en fait, on a perdu tous les antioxydants, finalement, parce qu'il y avait une torréfaction qui était plus importante. Et on se retrouve avec le thé noir aujourd'hui, donc avec un thé qui est beaucoup plus riche en théine ou en caféine, et le thé noir aurait intérêt à être infusé très peu finalement, pour pas qu'il y ait trop de caféine. Voilà le conseil. Contrairement au café, là aussi, une fois de plus, on va parler du café. Beaucoup de croyances au niveau du café. Combien de fois j'ai entendu moi, la caféine, j'aime pas ça m'excite trop, ça me stimule trop, donc je bois des cafés allongés. Mais c'est exactement ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que la caféine se développe avec l'infusion. C'est-à-dire que si on boit un café expresso, l'eau passe très vite dans le café et on se retrouve avec un café qui est très fort en goût mais qui a très peu de caféine, alors que quand l'eau passe lentement dans le café, que le pire c'est le café américain où la machine, le café est mélangé, puis après on appuie comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un contact qui est vraiment trop prolongé, ça développe toute la caféine, il y a beaucoup plus de caféine.
Roland? Je ne suis pas sorti de l'auberge. Voilà. Ce qu'il faudrait faire petit à petit, c'est vraiment reposer l'organisme pour qu'il puisse refabriquer de l'énergie. Les seules choses qui fabriquent l'énergie, finalement, c'est ce que l'on fait la nuit, c'est-à-dire jeûner, dormir, être dans le silence, être en position allongée. Ça permet vraiment de fabriquer de l'énergie, ce qui explique qu'on puisse avoir plus d'énergie le matin. Mais si on se réveille tout de suite avec un café, on pompe très rapidement notre énergie vitale. Il vaudrait mieux réapprendre à fabriquer de l'énergie nerveuse. Le cholestérol et l'hypertension, c'est beaucoup plus facile. L'hypertension, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous vous rappelez, enfin moi je m'en souviens, dans le temps, il y avait des treuils pour monter le bras au grenier. Vous avez une corde avec les poulies. Quand le panier était trop lourd, il fallait tirer sur la corde, le plus fort. Eh bien, quand le sang est trop chargé de résidus, la circulation de retour, le cœur doit tirer le sang des pieds. Donc, quand le sang est trop chargé de résidus, le cœur doit. Et là, on fait de l'hypertension. Est-ce que la solution, c'est de donner des médicaments pour que le cœur travaille un peu plus fort, ou bien de décharger le sang? Moi, je préfère décharger le sang, et le cœur n'a plus à se fatiguer, et il n'y a plus d'hypertension. Le cholestérol, c'est quoi? La vésicule biliaire, c'est un peu la poire à savon au-dessus du lavabo. C'est elle qui est chargée de saponifier les corps gras au niveau de la digestion. Quand la vésicule biliaire est saturée de colle, de viscosité, elle est lithiasée, c'est-à-dire les petits cailloux avec, ça fait quoi? Ça fait des calculs, ça fait de la boue, des lithiases. C'est un mélange de petits cristaux d'acide urique et de viscosité. Quand la vésicule biliaire est pleine de ces résidus, elle ne peut plus sécréter la bile. Donc, plus de bile, plus de saponification des corps gras, ils sont plus savonnés. Alors vous avez beau, quand vous avez les mains grasses, vous les mettez même sous l'eau chaude, s'il n'y a pas de savon, ça ne va pas être facile. Alors à ce moment-là, on dira qu'on a du cholestérol. Et si on nettoie la vésicule biliaire, il n'y a plus de cholestérol. Et on la nettoie par la nourriture? Bien évidemment, par la nourriture, les plantes, et puis petit nettoyage. Aux gens à ne pas aller vers un régime. Même si vous avez du surpoids, 20 kilos de trop, vous n'avez pas besoin de faire un régime, vous avez besoin de comprendre. Et c'est ce qu'explique ce livre, qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous êtes en général avec 80% de produits animaux, grosso modo, 20% de végétal, et bien progressivement ce livre va vous apprendre à inverser. Plus de végétal, de fruits, de légumes, de légumineuses, en faisant attention à la cuisson. On ne fait pas cuire une pomme au four. Sinon, si le grand-père prend ça, la grand-mère sera veuve avant tout le monde. Il faut manger la pomme, parce que pomme du matin éloigne du médecin. C'est vrai pour n'importe quel fruit. Donc vous avez plus de végétal, et ça, c'est difficile de le faire passer dans la société parce qu'on a pris des habitudes qui sont des habitudes liées à la com, en particulier, des grands médias, produits laitiers, le yaourt par exemple. Je ne suis pas contre, mais c'est un cadeau. Et quand est-ce que je prendrai un cadeau comme le yaourt? La veille de mon départ dans l'au-delà. Donc le jour où ma femme m'offre un yaourt, je comprends que le lendemain, j'ai le syndrome des petites ailes. C'est comme ça que nous disons en médecine. Donc je ne suis pas pressé. Mais pourquoi je dis ça? Parce que dans le produit laitier d'aujourd'hui, vous avez les 24 milliards de litres de lait qui ont été passés à ultra haute température. Ils ont pris un choc thermique de 140 degrés pendant 3-4 secondes. C'est stérile, d'accord? Mais vous fusillez les vitamines. Vous ne fusillez pas des facteurs de croissance qui sont destinés au veau, lequel prend 365 kilos en une année. Mais excusez-moi, il est aussi con un an après que quand il est né, alors que le bébé
Un an après, il a pris 5 kilos, il commence à parler, il commence à jouer, il reconnaît les couleurs, il commence à courir, etc. Donc, il y a une différence fondamentale. Donc, il faut aider les gens à comprendre, par exemple, que le top pour un enfant, c'est le lait de la maman, et bien le justifier. Ça évite les vaccinations. Ça ne veut pas dire que je suis contre les vaccins, mais ça veut dire que dans notre alimentation, nous avons de quoi stimuler notre système immunitaire. Or, dans l'immunité, vous avez immunité, ça veut dire protection. Mais ce n'est pas la protection d'un député ou d'un sénateur pour faire n'importe quoi, c'est la protection de ma propre santé. J'ai un système immunitaire qui est une vraie merveille. Et donc, important de l'expliquer. Donc je l'explique d'une manière claire, avec un peu d'humour, parce qu'on n'est pas là pour faire peur. Et sur des sujets comme le cancer, je dis aux gens, vous voulez avoir un cancer d'estomac? Je vais vous aider. Vous préférez un cancer du côlon? Je vais vous aider. Vous préférez un cancer du poumon? Je vais vous aider. Et pourquoi? Parce que si je sais comment vous expliquer le comment avoir telle maladie, vous allez comprendre comment ne point l'avoir. Et ça, c'est une démarche que m'ont appris les malades, car le grand public et les malades, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la maladie, c'est la santé. Et ça, c'est la santé pour tous. Et cette santé pour tous, c'est pas bien compliqué, parce que c'est la famille entière, et c'est les mamans surtout, qui sont les plus efficaces, parce que quand une est informée, sur les marchés, elles se parlent entre elles. Et vous en avez 300, 400 qui sont informés, et ça sera bon pour le mari, ça sera bon pour les enfants, ça sera bon pour les grands-parents, toutes les générations. Avant, dans mes conférences, il y avait ce que j'appelais les moustachus du Larzac, vous savez. Eh bien, c'était des hommes, parfois des femmes, et puis progressivement sont arrivées toutes les générations. Et je suis très frappé par cela. Par l'alimentation, vous pouvez transformer la vie des gens, et ce n'est pas si difficile que ça, mais il faut le comprendre, il faut le savoir, et ce sont toutes ces informations qui sont dans ce livre. Pas plus, pas moins. C'est la 7e édition. Pourquoi? Parce que depuis les années 85-86, j'ai mis au point régulièrement. Parce qu'il y a des publications scientifiques qui vont, si vous voulez, tous les jours nous apporter des choses nouvelles. Récemment sur les excès de calcium. Récemment, par exemple, sur le fonctionnement de notre cerveau avec ce qu'on appelle les neurotransmetteurs et comment faire que notre cerveau soit en position positive. Voyez? Eh bien, c'est cette phrase qui a été mise, je ne savais pas, mais elle est géniale, vous auriez dû la signer parce qu'elle n'est pas de moi. Les aliments sont vos meilleurs médicaments. C'est Hippocrate. Or, Hippocrate, il a vécu 500 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, tout ce qu'Hippocrate a dit sous forme d'aphorisme, dont celui-ci, c'est aujourd'hui démontré par la science. Avec l'INSERM, le CNRS, les grands laboratoires de recherche, c'est démontré. Donc, je pense qu'on peut expliquer cela au grand public, comme Hippocrate le disait à l'époque, mais ça veut dire attention à toutes les publicités. Je pense que les publicités sont utiles, mais les publicités devraient avoir une certaine éthique, c'est-à-dire l'orienter vers la santé des gens, et pas nécessairement vers le business. Je ne suis pas contre le business, mais on peut faire du business avec la santé des gens, et pas faire du business contre la santé des gens. Pour vous donner un exemple, j'ai vu récemment des publicitaires qui sont venus me voir en me disant « Ben voilà, M. Joyeux, on aimerait vous voir, que vous puissiez nous donner des conseils parce que nous avons tué des gens. » Ah bon, mais vous vendez des armes? Ah non, pas des armes, mais on a fait des publicités, on a compris, pour des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Donc, on escalade les gens. Je dis, mais qui vous a appris ça? C'est ma femme, pas la mienne, la tienne. Bon, et pourquoi? Parce qu'elle m'a vu sur YouTube, elle a vu des conférences, elle a vu quand j'étais avec Sophie Marceau, chez Drucker et tout ça, pas bien longtemps, quelques minutes. Et là, les gens prennent conscience. Et donc, je crois que nous sommes à un moment où il y a un tournant dans notre société qui est une société trop pessimiste. Et aider les gens à se régaler, miam, 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 à manger mieux et meilleur, et les orienter vers la santé, pour moi en tout cas, c'est un immense plaisir. Ce qu'il faut, c'est expliquer. Si vous voulez, aujourd'hui, les gens ne veulent plus des vérités qui tombent sans explication. Ils veulent comprendre. Et à partir du moment où vous pouvez leur expliquer le pourquoi de c'est mieux d'aller vers plus de végétal. Par exemple, on a dit cholestérol. Ah, ne mangez pas des œufs, parce que l'œuf vous donne trop de cholestérol. C'est faux. Le jaune d'œuf liquide, c'est-à-dire l'œuf à la coque qui nous rappelle notre enfance, il n'y a pas mieux pour la santé. Il devrait y avoir ça dans toutes les maisons de retraite. Ce n'est pas l'œuf dur, c'est l'œuf à la coque. Mais si vous expliquez le pourquoi, parce que le jaune d'œuf, quand il est liquide, il a toutes ses qualités nutritionnelles. Dès que vous le faites trop cuire, vous fusillez les bonnes choses qui sont à l'intérieur, la vitamine A, la vitamine D.
Vous supprimez également le bon cholestérol, vous le tournez vers le mauvais, parce que les formules chimiques se changent. Voyez, si vous avez une cuisson qui est trop importante pour un aliment, eh bien, vous allez faire que la bonne protéine, vous la coupez en petites sauces qui sont des acides aminés qui font du sucre. Le sucre, vous allez en faire du gras. Après, vous allez avoir le foie gras. Monsieur, madame, vous n'êtes pas une oie. Vous expliquez tout ça aux gens. Ils disent, mais il a raison celui-là. Parce qu'effectivement, les personnes vont changer les habitudes et dans le mois qui suit, ils se sentent mieux. Ça ballonne moins, il y a moins de brûlures, on est mieux le matin, on dort mieux tranquillement. Vous voyez, on est moins agressif envers les uns, envers les autres. C'est vraiment extrêmement important. Donc, je crois que l'intelligence humaine a augmenté, la conscience scientifique a augmenté, et les gens demandent à avoir des explications. Et nous sommes là, en tant que médecins, en tant que scientifiques, pour leur traduire ça dans leurs propres termes, ce que disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament.